Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde en 30 minutes. Voici tout de suite les titres de ce magazine de la rédaction de la télévision haïtienne de Montréal. Dépôt du rapport de la commission vient. États-Unis, la destitution de Donald Trump devient réelle. En France, l'ancien président français Nicolas Sarkozy sera jugé dans l'affaire Big Mali. En Chine, 1er octobre 1949, 1er octobre 2019, célébration des 70 ans du régime communiste. Et puis en Haïti, discussion avec Jovenel Moïse, l'opposition dit non et accepte du même coup de se réunir avec les étrangers du Corbeau. Les détails de ces titres et d'autres nouvelles en développement d'ici quelques instants. Vous ne bougez pas, s'il vous plaît. Bien géré tous les samedis, 19h, sur la THM, la télé à votre image. Mesdames, Messieurs, voici Télescopie, une émission dédiée à l'invité pour explorer son parcours, revisiter son cheminement, aiguiser notre curiosité. Télescopie, une rencontre à cœur ouvert en deux parties pour mieux découvrir et apprendre à connaître davantage un artiste, un professionnel, un homme ou une femme d'affaires. Télescopie, une observation en temps réel de l'invité. Sur la THM, votre chaîne, où vous voulez, quand vous voulez, la télé à votre image. Zoom sur l'immobilier. Tous les jeudis soirs à 19h. Sur la THM, la télé à votre image. C'était lors de l'ouverture de la commission Vient en 2017. Il a voulu faire les choses dans la pure tradition autochtone. L'ancien juge Jacques Vien a décidé d'inclure les Premières Nations tout au long de ce processus. Linda. Exactement. Alors, le gouvernement du Québec, le 21 décembre 2016, a constitué la commission Vient, qui en fait était une commission pour analyser s'il y avait vraiment des inégalités, des iniquités dans certains services publics offerts aux Premières Nations. Tout ça découle un petit peu d'un incident, de plusieurs incidents qu'on peut qualifier de tragiques. On parle de ces femmes de Val-d'Or qui ont eu plusieurs démêlés avec la police. On parle beaucoup d'abus sexuels et tout ça. Et à partir de là, on a découvert qu'il y avait probablement certaines inégalités, non-respect des traditions lorsque les Autochtones avaient à composer avec les services publics du Québec. Donc la commission enjoint le gouvernement du Québec à faire appel aux protecteurs du citoyen pour implémenter certaines choses. Exact. Alors, on parle d'une commission qui a duré quand même assez longtemps, plus de 600 témoignages, à peu près 38 semaines de travaux. C'est énorme. C'est un rapport volumineux de 700 pages. Oui. Quand on parle d'une commission, c'en était une, tout à fait. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont présentées à la barre pour parler un petit peu de qu'est-ce qui est important pour les communautés autochtones, pourquoi certains éléments, de la manière dont ils sont traités, de la manière dont on gère leurs services peut être considéré comme raciste. Il y a une dame que vous connaissez probablement très bien, Madame Viviane Michel, qui a été une des premières personnes à témoigner. Et on avait eu aussi la directrice de la protection des droits de la personne au Québec, Madame Tamara Termitus, qui elle aussi a présenté un témoignage des analyses qu'ils ont fait des rapports des Autochtones avec les services publics. On va écouter une partie de son témoignage. Les enjeux rencontrés au fil de ces dossiers sont relatifs à la violence conjugale, physique ou sexuelle, à la consommation abusive d'alcool, de drogue, au taux de suicide, à l'absentéisme scolaire, à des manques de logement, à une application non conforme de la loi sur la protection de la jeunesse, ainsi qu'à une prestation déficiente des services de santé et des services sociaux. Alors, lorsque le rapport
demande à l'État, enfin au gouvernement du Québec, d'enjoindre le protecteur du citoyen dans le dossier, c'est pour éviter, parce qu'on le sait que ça arrive, que des rapports comme ça se font tabletter. Linda. Oui, c'est tout à fait ça, l'importance de cette commission. Alors, c'était le 30 septembre, donc lundi dernier, que le juge vient a choisi le pavillon des Premières Nations. À Val-d'Or. À l'université, non, plutôt à l'université de Chicoutimi, en Abitibi-Témiscamingue, qu'on appelle, oui, dans la région de Val-d'Or, pour présenter son rapport final. Il me semble impossible de nier la discrimination systémique dont sont victimes les membres des Premières Nations et les Inuits dans leurs relations avec les services publics ayant fait l'objet de l'enquête. De nombreuses lois, politiques, normes ou pratiques institutionnelles en place sont des sources de discrimination et d'iniquité, au point d'entacher sérieusement la qualité des services offerts aux Premières Nations et aux Inuits. Il faut dire, Linda, pour clore ce dossier, que le gouvernement du Québec, justement, a pris acte de ce rapport, reconnaissant du même coup qu'il y a eu effectivement des choses qui n'étaient pas correctes. C'est bien ça. Et le premier ministre du Québec, M. François Legault, a même présenté des excuses officielles au peuple des Premières Nations. Donc, il a dit qu'on a pris note et on va s'assurer que les choses à l'avenir se passent mieux. Dans l'actualité, mesdames, messieurs, Justin Trudeau, chef du Parti libéral, premier ministre sortant, Andrew Scheer, chef du Parti conservateur, Jacques Metzing du NPD et Yves-François Blanchet du Bloc québécois ont croisé le fer, Linda, cette semaine lors du premier débat en français. Ça compte pour ces élections dont on est dans la mi-course. On est dans la mi-course, ça commence à devenir sérieux, mais malgré tout, plusieurs observateurs, plusieurs membres de la presse se posent la question, a-t-on vraiment des élections fédérales en ce moment? Parce qu'on sent qu'il y a une certaine froideur dans tout ce qui se passe. C'est assez terne. C'est assez terne, oui. Alors, Trudeau, il était là, des fois un peu invisible, absent même sur le plateau, mais il a pu quand même faire comprendre que les valeurs du Parti libéral, ce sont les valeurs québécoises, Linda. Et puis il y a Andrew Scheer, lui qui sait qu'il faut absolument compter avec le Québec s'il veut former un gouvernement majoritaire. Oui. Jacques Metzing, il a épaté beaucoup de monde parce qu'il a été dans un français, on va dire, correct. Il a pu se démarquer, il a reconnu la place du Québec, de la nation québécoise dans la Confédération canadienne. Et puis Yves-François Blanchet, bon, il paraissait comme un professeur d'école, mais il a pu quand même, malgré tout, tirer son épingle du jeu parce que, eh bien bon, ben lui, il représente le Bloc québécois. Et tout le monde sait que le Bloc québécois dit toujours que le Québec, c'est nous. C'est ça leur slogan, d'ailleurs. C'est ça leur slogan. Plusieurs observateurs déclarent M. Singh comme gagnant du débat, mais il semblerait que tout le monde aurait gagné. Mais tout le monde a fait des efforts. Oui, mais il semblerait que M. Andrew Scheer serait peut-être celui qui a un petit peu perdu le plus de plumes. Oui, c'est ça, parce qu'il y a la question de la double nationalité qui est venue sur le tapis. On a voulu le piéger sur l'avortement, il a esquissé. Hein, il a esquivé, je devrais dire, esquivé, hein, oui, c'est le mot. Mais il a quand même fait savoir quelle était sa position en la matière. Il n'a pas changé. Qu'un gouvernement conservateur ne reviendrait pas sur un tel dossier parce que c'est très incisif comme dossier, hein. C'est ça. Acide, on va dire. Exact. Alors, THM suit bien sûr les élections fédérales. Nous avons, nous aussi, des émissions spéciales à présenter. Nous avons commencé à rencontrer des candidats assez intéressants. Alors, on invite quand même les téléspectateurs à suivre la programmation de THM pour voir un petit peu les choses d'un point de vue différent. L'actualité, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, nous emmène chez nos amis états-uniens où le ministre américain des Affaires étrangères, Mike Pompeo, a été sommé par les parlementaires démocrates de leur fournir des documents nécessaires à la procédure d'impeachment du président Donald Trump, qui, de son côté, pète les plombs, traite de conneries l'acte des démocrates, qu'il continue de qualifier de chasse aux sorcières. Commentaires et explications de nos confrères d'Euronews.
Le bras de fer aux États-Unis après la procédure de destitution lancée contre Donald Trump. Le chef de la diplomatie Mike Pompeo a reçu une injonction formelle de parlementaires démocrates. Ces derniers lui demandent de fournir les documents nécessaires à leur enquête sur le président américain qui est accusé d'avoir appelé son homologue ukrainien afin qu'il enquête sur des soupçons de corruption entourant le fils de Joe Biden, son rival pour la prochaine présidentielle. Trump contre Biden, les deux hommes se rendent coup pour coup. Nous avons un président qui a violé son serment, dit Joe Biden. Un président qui a mis en péril notre sécurité nationale. Un président qui pourrait, et ce sera au Congrès de le décider, qui pourrait avoir commis un crime. Il est clair qu'il ne reculera devant rien pour conserver le pouvoir. Donald Trump se dit victime d'un harcèlement et d'une chasse aux sorcières sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Mais plutôt que de se focaliser sur la procédure de destitution lancée contre lui, le président américain se projette déjà vers la prochaine présidentielle en attaquant les démocrates sur leur bilan politique. Les démocrates ne font pas leur travail. Pour nous, ce sont des fainéants. Ils ne font rien. Pour les démocrates, Trump a commis un abus de pouvoir en téléphonant l'été dernier à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dans le but de faire tomber son principal adversaire politique. Alors qu'il est visé par une procédure de destitution initiée par les démocrates qui lui reprochent d'avoir demandé au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden, Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait s'adresser cette fois-ci à Xi Jinping, le chef du gouvernement chinois, qui cette fois-ci doit enquêter sur le père de Hunter Biden, Joe Biden. Explication. Donald Trump est déjà sous la menace d'une procédure de destitution pour avoir demandé au président ukrainien des informations compromettantes sur Joe Biden et son fils. Et voilà que le président américain ne cache plus son intention de demander à la Chine d'enquêter à son tour sur son potentiel concurrent démocrate à la prochaine élection présidentielle. Je n'ai jamais demandé au président Xi d'enquêter, mais c'est certainement une chose à laquelle nous pouvons penser, car je suis sûr que le président Xi n'aime pas être sous surveillance, alors que des milliards de dollars ont quitté son pays à cause d'un homme qui vient de se faire virer de la marine. Il a été viré de la marine et tout à coup, il gagne des milliards de dollars. Vous savez comment on appelle ça? Une récompense. Dans ce dossier, les élus démocrates ont entendu ce jeudi à huis clos Kurt Volker, envoyé spécial des États-Unis pour l'Ukraine, qui a quitté son poste la semaine dernière. Il affirme que la Maison-Blanche a mis la pression sur Kiev pour obtenir des informations sur la famille Biden. Kurt Volker estime également que l'aide militaire américaine destinée à l'Ukraine aurait même été suspendue pendant un temps. Nouvelle étape ce vendredi avec l'audition de Michael Atkinson, inspecteur général du renseignement. L'actualité nous amène en Irak, où le vaste mouvement de protestation qui embrase plusieurs villes pourrait à la fin gagner tout le pays. En Irak, de nouveaux affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont eu lieu vendredi à Bagdad. Le Premier ministre, contesté par une partie de la population, a appelé les Irakiens à la patience. Les manifestants réclament des emplois pour la jeunesse et le départ des dirigeants qualifiés de corrompus. Les promesses du Premier ministre Adel Abdelmahdi sont là pour duper le peuple. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous tirer dessus. Aujourd'hui, c'était une manifestation pacifique. Ils ont érigé des barricades et un sniper est assis là-bas depuis la nuit dernière. Selon l'agence Reuters, le nombre de morts dépasserait les 40 depuis le début du mouvement qui a débuté cette semaine dans la capitale avant de s'étendre à de nombreuses villes du sud du pays à majorité chiite comme Nadjaf. Le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite d'Irak, exhorte le gouvernement et les députés à répondre aux demandes des manifestants. En cause, les résultats des politiques enclenchées par le Premier ministre Abdelmahdi qui tardent à se faire sentir au niveau de la population. Reportage.
des Irakiens fuyant les tirs à balles réelles de la police. Le mouvement de contestation se poursuit. Des manifestations ont encore eu lieu ce vendredi à Bagdad, mais aussi dans le sud du pays à majorité chiite. Tous protestent contre la corruption, le chômage endémique et la dégradation des services publics. Moqtada Sadr, le très influent leader chiite irakien, a exigé vendredi la démission du gouvernement. Cette prise de position d'un poids lourd de la politique irakienne pourrait encore renforcer la mobilisation. Le Premier ministre Adel Abdelmahdi, au pouvoir depuis 1 an, réclame du temps pour améliorer les conditions de vie de la population. Il a par ailleurs ordonné la levée du couvre-feu dans la capitale à compter de ce samedi matin. Depuis mardi, 73 personnes ont été tuées, en grande majorité des manifestants, mais aussi 6 policiers. Plus de 3000 personnes ont été blessées. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy sera bel et bien jugé pour corruption. En effet, le tribunal a décidé de valider le renvoi de l'ex-président devant le correctionnel pour financement de sa campagne de 2012. Explication. Nicolas Sarkozy sera bien jugé pour le financement de sa campagne présidentielle de 2012. L'ancien président français est renvoyé devant le tribunal correctionnel dans l'affaire Big Malion. La Cour de cassation a donc validé la demande du parquet et pour l'ancien président, il s'agissait du dernier espoir de ne pas faire face à la justice. La tenue de ce procès avait été ordonnée en 2017, mais elle est suspendue depuis 2 ans et demi en raison d'une longue bataille procédurale. Nicolas Sarkozy est poursuivi pour financement illégal de campagne électorale, un délit passible d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. Avec lui, 13 autres personnes sont impliquées dans l'affaire. Cela fait 2 ans, jour pour jour, depuis ce référendum lors duquel les indépendantistes catalans avaient remporté la victoire haut la main. En prévision d'une décision de la Cour suprême de justice espagnole qui doit se prononcer sur les sentences de 7 à 25 ans pour les autorités catalanes arrêtées depuis. La population catalane appelle à la désobéissance civile. Reportage. 2 ans après avoir organisé un référendum illégal d'autodétermination, les indépendantistes catalans ont lancé mardi un appel à la désobéissance civile dans le cas où leurs dirigeants seraient condamnés. La Cour suprême espagnole doit annoncer prochainement sa décision concernant 9 dirigeants catalans contre lesquels des peines de 7 à 25 ans de prison ont été requises. À l'occasion du 2e anniversaire du référendum illégal, les mouvements indépendantistes ont marché dans les rues de Barcelone alors que le Parlement régional a adopté une motion légitimant la désobéissance civile. C'était une journée de tension contenue et de mobilisation pour les manifestants. C'était aussi la répétition générale de ce qui pourrait avoir lieu le jour où les peines seront prononcées à l'encontre des dirigeants séparatistes poursuivis. Le jugement devrait avoir lieu à la fin de la semaine prochaine. Les indépendantistes attendaient avec impatience cette journée qui devait donner un nouvel élan au mouvement et effacer les différences entre les courants. Les indépendantistes ont profité de ce 2e anniversaire du référendum pour lancer un appel général à la désobéissance civile en prévision du jugement. Les indépendantistes espèrent renforcer l'unité de leur mouvement avec cette action de désobéissance civile. L'actualité en Chine, le numéro 1 chinois, Xi Jinping, a donné le coup d'envoi des célébrations qui marqueront les 70 ans du régime communiste. 1er octobre 1949, 1er octobre 2019, à la place Tiananmen, là où Mao Tse-tung avait proclamé l'indépendance de la République populaire de Chine. Xi Jinping a profité de cette occasion pour passer en revue les troupes. Le président Xi Jinping a lancé ce matin à Pékin les festivités du 70e anniversaire de la Chine communiste. Place Tiananmen, l'endroit même où Mao Tse-tung proclama la République populaire le 1er octobre 1949. Il a procédé à une impressionnante revue de troupes. 15 000 soldats, des centaines de chars, de missiles, d'avions de combat, une véritable démonstration de force.
affirmé dans un discours où le président Xi présente son pays comme une nation inébranlable. L'armée de libération du peuple et les forces de police du peuple continueront à protéger notre souveraineté, notre sécurité, notre développement. Après le grandiose défilé militaire, la journée de mardi s'achèvera sur une grande fête civile. 100 000 personnes animeront un défilé composé de 70 chars de carnaval. Le bouquet final de cet anniversaire sera un feu d'artifice, annoncé comme l'un des plus colossals jamais tirés. L'interdiction du port du masque lors de manifestations n'a pas dissuadé les Hongkongais de manifester en grand nombre encore une fois cette semaine. C'est une mesure qui vise la contestation qui bat son plein depuis tantôt 4 mois. À Hong Kong, porter un masque sur le visage lors d'une manifestation est désormais interdit. Ainsi en ont décidé les autorités ce vendredi. Une mesure qui vise les milliers de protestataires mobilisés depuis 4 mois. Généralement, il porte un masque pour ne pas être identifié et éviter les poursuites judiciaires. Entourée des membres de son cabinet, la chef de l'exécutif hongkongais a dit espérer que cette interdiction du masque aura un effet dissuasif sur les manifestants violents et que cela aidera la police. Le but de cette mesure, c'est de mettre fin aux violences et de restaurer l'ordre. C'est ce que veulent la majorité des Hongkongais. Cette mesure vise les fauteurs de troubles, mais elle comporte des exceptions pour les personnes qui ont une raison légitime de porter un masque. Incapable d'enrayer ce mouvement de contestation, l'exécutif a donc décidé de réactiver une loi d'urgence qui n'avait plus été utilisée depuis 1967. Mais manifestement, cette annonce n'a pas eu tout l'effet escompté. De nombreux Hongkongais sont à nouveau descendus dans les rues portant un masque, comme pour défier un peu plus les autorités. Ainsi, ce jeune homme qui explique que porter un masque relève de la responsabilité de chacun. C'est à nous de choisir si on veut le porter ou pas. Et puis, dit-il, les policiers portent bien un masque quand ils font leur boulot. Hong Kong est confronté à un mouvement de contestation qui donne parfois lieu à des affrontements violents avec la police. Les manifestants sont mobilisés pour défendre des acquis démocratiques menacés, selon eux, par un exécutif influencé par le pouvoir central chinois. Dans le reste de l'actualité, mesdames, messieurs, qui nous emmène en Haïti, où l'opposition radicale continue de refuser l'offre de dialogue faite par le président Jovenel Moïse dans son dernier discours à la nation. Cependant, invité par le corps groupe, ces représentants de pays étrangers qui se disent amis d'Haïti, l'opposition a vite fait de s'asseoir, moins Moïse Jean-Charles, pour discuter avec le corps groupe. Hasard du calendrier au timing, tout de suite après cette réunion avec le corps groupe, cette opposition a présenté la commission de passation des pouvoirs. Entre-temps, Jovenel Moïse, accompagné de sa femme Martine, ont pu prendre un bain de foule cette semaine à Pétionville-Coin, Faubourg et Panaméricaine en Haïti. Regardons quelques images. C'est le moment, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, de la bonne nouvelle au magazine Le Monde en 30 minutes, aujourd'hui. On vous emmène à Milan, en Italie, à l'occasion de la Fashion Week, dans un décor très glamour, Linda. Un décor glamour, mais je crois que les gens ont probablement vu et entendu
ce côté primitif, donc le tambour que nous connaissons très bien. Alors c'est pour vous présenter cette personne qui sort de l'ordinaire. Elle s'appelle Stella Novarino. Elle est née d'un père italien et d'une mère qui s'appelle Stella Jean. Donc alors... elle est d'origine haïtienne. Oui. Ce qui est très particulier avec Stella, premièrement, lorsqu'elle a décidé de devenir designer après avoir eu une carrière comme mannequin, Stella a choisi d'adopter le nom de sa mère comme son nom d'artiste. Alors, on la connaît sous le nom de Stella Jean. Il y a plusieurs grands de ce monde qui ont porté ses vêtements, comme les Beyoncé. On a déjà vu Jay-Z sur le tapis rouge avec une création Stella Jean. Ce qu'on remarque surtout, ce sont ces petits tableaux haïtiens et qu'elle utilise beaucoup dans ses designs. Et ses coloris africaines. Et ses coloris africains surtout. Oui, alors Stella, c'est quelqu'un qui est très connu en ce moment et surtout, elle travaille énormément avec des artistes d'origine haïtienne, des artistes en Afrique, parce qu'elle dit qu'elle veut surtout que ça soit la mode équitable. Née à Rome d'un père italien et d'une mère haïtienne, Stella Novarino adopte le nom de Stella Jean quand elle choisit de devenir designer. Sa mère Violette l'a initiée à l'art haïtien, mais elle est aussi inspirée par les cultures africaines. Son utilisation des éléments de ces cultures ancestrales lui permet de supporter ses communautés, surtout les femmes, très souvent désavantagées. Stella Jean croit en la mode éthique. Son slogan « Aider, ce n'est pas la charité, c'est juste du travail ». C'est la fin
de cette édition du Monde en 30 minutes. Un rappel des titres. Dépôt du rapport de la commission vient. États-Unis, la destitution de Donald Trump devient réelle. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy sera jugé dans l'affaire Big Malion. En Chine, 1er octobre 1949, 1er octobre 2019, célébration des 70 ans du régime communiste. Et puis en Haïti, discussion avec Jovenel Moïse, l'opposition dit non mais accepte du même coup de s'asseoir avec les étrangers du corps groupe. Merci infiniment d'avoir été là, mesdames, messieurs. Restez en contact avec votre chaîne, la THM. À bientôt.